Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans les Décideurs de l'Emploi, tous les mardis de 12h30 à 13h en direct sur Décideur TV et sur le site MyTF1 News. Nous donnons la parole aux recruteurs et aux professionnels du marché du travail. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Michel Boulin, directeur délégué ressources humaines du groupe Valeo, un des premiers équipementiers mondiaux automobiles employant 75 300 collaborateurs dans 29 pays. Michel Boulin, bonjour. Bonjour. Alors, les deux enjeux pour un équipementier, Michel Boulin, c'est avoir une taille critique mondiale pour résister aux aléas conjoncturels et être à la pointe de la technologie, c'est ça ? Tout à fait. Et je crois que nous l'avons, puisque avec 74 000 personnes dans le monde, dans plus de 25 pays et avec un poids de plus en plus important en dehors de l'Europe, nous avons cette taille critique et nous avons des produits de plus en plus technologiques, ce qui nous permet d'avoir un carnet de commandes très porteur. Alors, qui dit technologie dit investissement lourd. L'enjeu principal, et je m'adresse du coup vraiment au directeur des ressources humaines, est-ce que ce n'est pas justement trouver les bonnes personnes, les bons ingénieurs qui vont pouvoir développer les technologies de demain ? Alors, tout à fait. Je corrige simplement en disant pas seulement les ingénieurs, parce que nous sommes dans un contexte mondial malgré les difficultés économiques de certains pays, où il y a de fait une pénurie de main-d'œuvre. Alors, notamment pour les fonctions d'ingénieurs, mais vous avez des pays où nous nous développons fortement, comme la Chine et la Thaïlande, où il y a une pénurie d'opérateurs, par exemple. Donc l'enjeu qui consiste à recruter les bonnes personnes au bon moment est fondamental. Alors, on est dans ce qu'on appelle, ce que certains appellent la guerre des talents, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises sont obligées d'avoir une attitude très proactive dans la recherche de talents et de compétences, et en plus, celle-ci se mondialise. Comment Valeo fait pour se distinguer dans cette guerre de talents ? D'abord, il faut se faire connaître. À la base, un équipementier n'est pas nécessairement très connu du grand public. Donc la question en mauvais français de l'employer brand est quelque chose de très important. Donc nous essayons de nous exposer un maximum. C'est pour cela que nous sommes rentrés dans un processus de labellisation il y a plusieurs années et nous sommes aujourd'hui qualifiés top employeur dans la quasi-totalité des pays, ce qui est une manière ensuite de progresser, puisque une fois que nous sommes qualifiés, nous sommes obligés d'y rester et de progresser. Par ailleurs, il y a la façon dont nous gérons le processus de recrutement qui est très important. Nous sommes très décentralisés dans ce domaine, même si nous avons une certaine harmonie et une bonne homogénéité dans nos processus. Et puis ensuite, le plus important, c'est de développer les gens et de ne pas avoir un turnover qui est à ce moment-là rédhibitoire. Alors justement, comment fait-on pour limiter ce turnover, surtout quand on est face à une évolution des attentes de la génération montante. On parle évidemment beaucoup de génération Y. Je pense qu'on peut rappeler rapidement effectivement la définition. C'est bien un grand hebdomadaire allemand qui a donné cette définition que je trouve très bien. Donc cet hebdomadaire s'appelle Die Zeit. Un bon job, du temps libre, mais aussi un engagement éthique. Est-ce que c'est des choses que vous avez détectées et qu'est-ce que vous proposez pour répondre à ces attentes ? Alors, la génération Y et les questions soulevées par la génération Y, même s'il y a aujourd'hui des spécialistes qui challengent le concept même, mais nous, notre approche, c'est d'essayer... Vous voulez challenger ce concept ? Je ne sais pas si c'est aussi s'il y a une telle dichotomie entre les Y et les autres, mais en tout cas, moi, je dirais que nous avons une diversité très très riche entre, d'une part, les intergénérationnels, donc effectivement les juniors et les seniors. Nous avons une diversité très riche entre les hommes et les femmes. Nous avons une diversité sociale et culturelle qui est très importante. Au passage, nous avons 96 nationalités, je crois, dans le groupe. Et puis, il est important aussi d'avoir une diversité et de favoriser le handicap, par exemple. Donc, c'est cet ensemble de diversité que nous devons prendre en compte et nous devons différencier notre façon de manager les différentes équipes dans le monde entier. Et entre autres, la différence entre les Y et les seniors. Alors, si on devait retenir un seul critère de cette génération Y, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui ressort à la fois dans la littérature des ressources humaines, emploi, et en même temps, si l'on écoute effectivement des DRH et puis cette génération elle-même, c'est d'avoir des perspectives, voilà, de se projeter dans l'entreprise.
Alors, premièrement, on disait des Huaï à un certain moment qu'il y avait un engagement qui était inférieur. Nous, on ne le constate pas du tout. Nous avons dans nos modes de fonctionnement une possibilité que les gens s'engagent. Les Huaï sont très engagés. La question de... Excusez-moi. Alors, de se projeter dans l'entreprise, est-ce que vous offrez, est-ce que vous avez des programmes, par exemple New Talent, c'est ce que font certaines sociétés, qui peuvent proposer des parcours accélérés. Qu'est-ce que vous offrez comme perspective à vos nouveaux talents, à vos ingénieurs, mais aussi également d'autres professions, vous l'avez rappelé, mais qui vont effectivement tirer la croissance de Valeo? Globalement, la visibilité des opportunités de carrière est quelque chose de fondamental pour tout le monde. La différence entre les Huaï ou les jeunes générations et les plus seniors, c'est simplement la rapidité avec laquelle on va pouvoir accéder à une évolution de carrière et les conditions pour y accéder. Et donc ça suppose un management de proximité très vigilant avec un processus d'entretien de carrière qui revient à un rythme beaucoup plus accéléré que pour les seniors, par exemple. Alors, vous avez parlé que vous êtes un groupe international. On a beaucoup de questions qui arrivent sur ce domaine. Julie qui demande comment trouver le paradigme commun entre des nationalités différentes, comment créer de la culture d'équipe entre nationalités différentes. Alors, d'abord, dans nos critères de sélection, nous tenons compte pour les personnes expérimentées du fait que des jeunes, avant même d'avoir été diplômés, ont essayé d'être exposés à l'international. Donc ça, c'est fondamental. Ensuite, nous, dans nos processus, nous avons des actions de formation et d'information sur l'interculturel qui sont fondamentales. Dès qu'une personne va être amenée, pas seulement à aller à l'expatriation ou à aller travailler à l'étranger, mais simplement va s'intégrer dans un groupe de projet. Si ce groupe de projet, donc, ce qui est le cas dans la plupart des cas, est un groupe international, les gens vont être informés et formés à l'interculturel. Alors, j'ai pu lire dans certaines interviews que vous avez données le paradoxe de cette mondialisation, c'est que parfois, quand vous êtes dans un pays, vous ne trouvez pas les compétences nécessaires et que vous allez du coup les chercher ailleurs. Vous donniez l'exemple de l'Allemagne où vous embauchez beaucoup d'ingénieurs espagnols. Comment ça se passe? Du coup, vous allez recruter des gens en Espagne, donc j'imagine un autre processus de recrutement, pour les intégrer à un marché allemand qui est différent du leur. Comment on gère cela? Je vous donnerai un autre exemple qui est la Thaïlande par ailleurs. Mais l'Allemagne, effectivement, Valeo n'est pas un cas isolé. Il se trouve que l'Allemagne, pour des raisons qui sont liées, premièrement, c'est une bonne nouvelle, à sa croissance économique, et notamment dans l'automobile, le secteur fonctionne bien. Et deuxièmement, un critère qui est un fait de société, l'Allemagne en particulier connaît un phénomène de non-renouvellement des générations, de vieillissement qui est important. Ces deux phénomènes font que l'Allemagne est obligée d'aller chercher à l'extérieur. Nous sommes en Allemagne, nous sommes obligés d'aller chercher à l'extérieur. Et donc, nous avons une situation privilégiée puisque nous avons des établissements en Espagne, nous avons des têtes de pont en Espagne et nos équipes travaillent entre l'Allemagne et la France pour attirer les jeunes Espagnols qui, à un certain moment, ne trouvaient pas d'opportunités de carrière dans leur pays. Et ensuite, simplement, l'Allemagne offre des opportunités extraordinaires et des facilités d'intégration extraordinaires. Je vous rappelle que les entreprises allemandes, en général, Valeo en tête, n'exigent pas de connaissance de l'allemand, par exemple. Donc, dans un processus d'intégration, c'est fondamental. Donc, il faut parler espagnol, ce qui est facile pour un espagnol. Il faut avoir un assez bon niveau d'anglais. Et ensuite, c'est un processus interne d'intégration que nous mettons en place. Et en général, justement, est-ce que le turnover de ces employés étrangers qui travaillent dans un pays différent du leur, vous arrivez à les maintenir dans ce pays d'adoption? Je précise quand même une chose, on recrute en Allemagne en majorité des Allemands quand même. Hein. Bon, par ailleurs, le turnover de Valeo dans son ensemble, il est inférieur à 6%. Avec des pays à turnover plus élevé comme la Chine, mais en Chine nous sommes légèrement supérieurs à 8, alors que le marché chinois est à 20% et plus. Donc pour revenir à l'Europe, France et Allemagne, on est inférieur à 3,5%. Donc on a un taux de rétention qui est assez bon. Alors, on a, vous savez, en ce moment, autour de la reprise d'Amiens Nord, on a le patron Maurice Taylor, le patron américain de Titan International, fabricant de pneumatiques, qui fait des sorties médiatiques assez sarcastiques sur la France. Et notamment, il disait que il a dit récemment que si les ouvriers français travaillaient, ils seraient aussi compétitifs que les Allemands, les Britanniques ou les Américains. Qu'est-ce que le DRH de Valeo, d'un groupe international comme vous, porte sur ce jugement?
Ouais, j'ai une vision un tout petit peu différente. Je ne pense pas qu'on puisse opposer un pays par rapport à un autre. Nous avons en France des usines qui fonctionnent bien, nous avons une bonne productivité, nous avons une bonne efficience. Nous avons, comme beaucoup d'entreprises françaises, une question clé qui est la compétitivité de ces sites. Avec une partie des leviers d'amélioration de la compétitivité qui est les charges sociales. Et ça, les opérateurs dans les usines n'y peuvent pas grand-chose. Par contre, entre nous, lorsque nous sommes avec les représentants du personnel, usine par usine, nous avons des plans de productivité qui permettent notamment de reconvertir des sites, ce qui nous a permis de préserver tous les sites français depuis plusieurs années, y compris au moment de la crise de 2008-2009 et en sortie de crise où l'emploi s'est à nouveau développé. Donc vous dites que la productivité des salariés français n'est pas moins bonne que celle des, je ne sais pas, des Thaïlandais, des... Je ne pense pas qu'elle soit moins bonne. Je pense pas qu'elle soit moins bonne. Par contre, compte tenu du nombre d'heures travaillées dans la semaine, nous devons faire plus d'efforts. Et c'est d'autant plus vrai que Valeo exporte les 2/3 de sa production fabriquée en France. Et donc, l'enjeu de productivité est d'autant plus fort que pour continuer à pouvoir exporter les 2/3 d'un chiffre d'affaires, il est important que la compétitivité s'améliore. Alors, pour améliorer la compétitivité, il y a un concept qui est en train d'émerger très fortement au sein des entreprises et c'est le management transversal. Alors, c'est-à-dire une notion, voilà, une façon de voir l'entreprise de manière horizontale qui favorise le décloisonnement entre les services afin bien de réunir, associer les métiers, les compétences nécessaires autour d'une mission partagée. Est-ce que c'est quelque chose, une conviction chez vous, d'une direction où il faut aller ? Alors, c'est une réalité pour partie depuis plusieurs années. C'est en plus effectivement devenu une conviction. Alors pourquoi ? Parce que d'abord, dans le secteur automobile, les plateformes aujourd'hui sont mondiales et les groupes de projets qui interfacent les clients sont fondamentalement des équipes transverses et internationales. Ce qui a renforcé ce concept, c'est l'organisation que nous avons mis en place il y a 3 ans, qui après une organisation historique en place depuis une vingtaine d'années, a beaucoup changé les choses, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui partagent des moyens. Et donc on a ce concept de service partagé dans tous les pays du monde, avec des personnes qui reportent fonctionnellement et hiérarchiquement à plusieurs personnes, y compris à l'international. Donc nous sommes effectivement dans cette démarche. Il y a une organisation pyramidale, il y a quand même des responsables, mais il y a de plus en plus de responsabilités transverses. Est-ce que c'est facile à mettre en œuvre ? Comment on pilote ce changement, cette transition d'un management hiérarchique vertical à une organisation horizontale ? Alors, sans faire trop de dichotomie, je pense que je fais la différence entre ceux qui sont ou étaient en place et les personnes que nous recrutons. Pour ceux qui étaient en place, ça n'a pas toujours été facile. Les anciens, les seniors comme moi en particulier, d'un seul coup se mettre à abandonner le concept de précaré pour partager des moyens, des ressources avec plusieurs personnes dans plusieurs pays, c'est nouveau. Donc il y a eu des actions de coaching et de formation très importantes. Je pense que pour l'essentiel aujourd'hui, c'est accepté, c'est bien approprié par les managers. On leur a demandé évidemment de montrer l'exemple. On a eu assez peu d'arbitrage à faire. Et puis lorsque nous recrutons, nous essayons de détecter chez les candidats cette capacité. Chez les jeunes, le fait de travailler, vous parliez des Y tout à l'heure, et puis ceux qui leur succèdent, je pense que le fait de travailler, la façon dont on travaille aujourd'hui lorsqu'on est dans une grande école, lorsqu'on est dans une université, finalement ça répond à ces critères. Et alors, quelle est la place des nouvelles technologies dans cette organisation ? Est-ce que c'est effectivement aussi un enjeu fondamental ? C'est un enjeu fondamental parce qu'une des raisons qui fait que nous sommes en croissance et que nous avons un carnet de commandes qui est historique, vous avez vu les chiffres l'année dernière, Valeo va bientôt annoncer ses résultats 2013, c'est justement parce que nous sommes portés par une technologie dans beaucoup de produits. Nous étions à Las Vegas. C'est la première fois et nous avons fait le buzz sur CNN pendant plusieurs jours avec ce véhicule qui se parque tout seul, par exemple. Alors, donc, c'est évidemment... Ce sont les innovations, effectivement, produits, solutions de Valeo. Moi, je parlais plus en termes d'organisation interne. Est-ce que, effectivement, vous utilisez les nouvelles technologies disponibles, le Web 2.0, pour justement décloisonner et fluidifier le partage d'informations entre les services ?
Au niveau des équipes projet R&D, énormément. Au niveau du reste de l'organisation, je pense que nous devons encore progresser. Nous avons aussi, dans le domaine de la formation, à la fois une bonne utilisation des outils de type e-learning, mais finalement, ça devient presque un outil traditionnel aujourd'hui. Donc je pense que dans cette partie-là, nous devons progresser. Par contre, au niveau de l'organisation, de la manière de travailler R&D, vous avez des équipes projets qui travaillent en temps réel, qui, compte tenu des décalages horaires, sont en permanence en train de travailler grâce aux nouvelles technologies. Alors ça me permet de rebondir sur une question d'un invité. Cette fois-ci, c'est plus en interne, mais vers l'extérieur. Comment travaillez-vous la marque employeur sur les réseaux sociaux? Voilà, est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux? Alors, avant de travailler sur la marque employeur sur les réseaux sociaux, nous devions définir un projet. Nous avons décidé, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 3 ans, de rechercher un label qui nous permettait de vendre de façon homogène à l'international ce que nous étions capables de vendre en matière de ressources humaines chez Valeo. Donc ça a été fait. Nous avons commencé par la France, nous avons élargi à l'Europe, nous l'avons ensuite élargi à l'Amérique du Sud et maintenant en Asie. Ensuite, nous avons, pays par pays, nous avons décentralisé la démarche. C'est-à-dire que nous avons des équipes RH qui sont fortes dans des pays comme la Chine, comme le Mexique, comme l'Amérique du Nord. Et ces équipes, elles, travaillent avec les réseaux sociaux de la façon la plus adaptée, compte tenu de la culture locale. L'Europe aujourd'hui, et la France en particulier, démarre. Vous avez des outils comme LinkedIn, par exemple, sur lesquels j'ai une équipe maintenant, une personne dédiée, qui est en train de nous aider à nous renforcer. Très bien. On va passer maintenant au conseil aux candidats. Je vais vous poser 3 questions sur les conseils CV, puis 3 questions sur les conseils entretien. Commençons par le CV. Qu'est-ce qui fait qu'un CV se retrouve en haut de la pile de Michel Boulin? Alors, je nuance un petit peu, non pas la question, en tout cas je vous réponds de façon un petit peu plus globale. Il y a quelques CV qui arrivent sur le bureau de Michel Boulin, mais comme je vous le disais, on est très décentralisé. Donc moi je prends en compte directement les recrutements des cadres dirigeants du groupe, en France ou à l'international, mais vous avez des équipes dans tous les pays. Alors ce qui fait qu'un CV va être en haut de la pile, fondamentalement c'est la formation. Donc si je suis en train de recruter des ingénieurs pour travailler sur le véhicule hybride, il y a évidemment des caractéristiques objectives en matière de formation. Mais ensuite, très vite, on va regarder les différentes expériences, même pour les débutants, ce qui fait qu'un étudiant s'est impliqué dans un travail en équipe, dans du socio-culturel, dans l'international. Donc la notion de stage, d'apprentissage, d'alternance va être quelque chose de fondamental. Ensuite, je pense que fondamentalement, ce qui va être très important, c'est dans les premiers processus de sélection, de vérifier que la personne est apte à travailler dans une équipe justement transverse et à l'international. Alors, comment présenter ces expériences professionnelles passées? Quelle est la meilleure manière de les mettre en avant? Bon, évidemment, il ne faut pas tricher, il ne faut pas en rajouter. Comme je le disais il y a quelques instants, si vous êtes débutant, vous avez de toute façon de multiples choses à dire sur vos expériences. La partie stage, la cohérence dans vos choix et à la fois l'ouverture sur plusieurs secteurs d'activité est fondamentale. Il ne faut pas faire croire à un recruteur que vous avez découvert le secteur automobile et que vous en rêviez quand vous étiez en classe de 3e en France. Ça ne marchera pas. Et je pense que toute cette démarche d'aller vous impliquer dans une entreprise et dans des actions qui dépassent votre quotidien. Je pense que toute personne qui travaille dans des actions de bénévolat, par exemple, moi je trouve ça fondamental. Et c'est vrai dans beaucoup de pays. Alors justement, imaginons que vous avez un candidat qui a fait du bénévolat. Qu'est-ce qu'il doit mettre en avant? Est-ce que c'est juste une ligne? Voilà, j'ai été bénévole pendant, je ne sais pas, 3 mois au Bénin et on s'arrête là? Ou qu'est-ce qu'il faut montrer à travers cette expérience? Est-ce qu'il faut mettre en avant des compétences? Je pense que c'est à nous de l'interpréter ensuite. Mais je pense que c'est suffit. important, oui. Je pense qu'un CV, je ne suis pas du tout favorable à des dossiers trop compliqués, trop chargés. Il faut être très percutant, et il y a des mots très percutants. Et puis, ce que nous, on va détecter, mais ça c'est visible dans le CV, objectivement, nous recrutons de plus en plus des équipes diverses. Donc, j'aurais pu le dire tout à l'heure lorsque vous parliez qu'est-ce qui fait qu'un CV est dans le haut. Je veux dire, à compétences égales, constituer des équipes diverses est de plus en plus fondamental.
Alors, ma dernière question, c'était doit-on tout mettre dans un CV? Vous avez partiellement répondu. On doit tout mettre. Je pense qu'il faut être factuel. Donc, ce qui est factuel, c'est votre historique universitaire et scolaire. Et puis, ensuite, je pense qu'il faut être percutant. Donc, percutant, on ne peut pas tout mettre. Je pense qu'il faut être sélectif. Comment on sélectionne les bonnes... Les compétences, les centres d'intérêt, et puis les ambitions, mais de façon très simple. Il n'est pas important de dire qu'on veut être président, directeur général, c'est pas crédible, tout le monde ne le deviendra pas. Par contre, dire qu'on veut évoluer dans un contexte d'équipe transverse, dans un contexte international, qu'on est mobile ou qu'on ne l'est pas, et le fait de ne pas être mobile n'est pas une maladie en soi. Je veux dire, il faut aussi des gens qui soient stables. Alors, en entretien, faut-il séduire ou convaincre? Je pense qu'il faut commencer par convaincre, mais qu'il n'est pas interdit de rajouter un peu de séduction. Comment parler de ces échecs? C'est bien. Bon, quand on est débutant, je ne pense pas qu'on puisse mettre en avant beaucoup d'échecs, encore que les échecs d'orientation, finalement, c'est peut-être important de les expliquer, mais il faut surtout les expliquer en évitant de se défausser, de se décharger sur les autres, et quelles leçons on en a tirées, classiquement. Est-ce que pour vous, le fait d'avoir des échecs, c'est pas du tout rédhibitoire, mais c'est l'importance, c'est pas du tout rédhibitoire, je veux dire, bien sûr. On peut et c'est vrai à l'intérieur. Je veux dire, la notion de double chance existe, Dieu merci, dans l'organisation. On ne peut pas réussir à tous les coups. Je ne parle pas des fautes graves ou des fautes lourdes, je parle des échecs professionnels. Jusqu'à quel point faut-il montrer sa détermination pour décrocher le job? Jusqu'au moment où ça devient incohérent en lisant le curriculum vitae. Quand on a une personne qui a plusieurs années d'expérience, on retrouve une certaine cohérence dans les choix du secteur d'activité, des métiers, de l'évolution de carrière. Donc, à un moment, je veux dire, on ne peut pas, comme on dit trivialement, vendre des cravates. Mais à partir du moment où il y a cohérence, je pense qu'à partir du moment où on peut démontrer que Valeo va présenter des opportunités qui sont cohérentes avec vos choix précédents, je pense qu'il faut être assez déterminé. Alors, Pierre demande, un internaute, est-ce que la culture générale compte? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Parce que c'est sur cette culture générale que nous allons asseoir, tous nos processus de formation et qui vont permettre des évolutions. Les changements de métier, ça ne s'appuie pas seulement sur quelques compétences techniques. Il y a beaucoup de gens qui changent de métier aujourd'hui, pas assez. Les changements de métier au sein d'une entreprise, ça devient aujourd'hui fondamental. Je suis un mauvais exemple parce que j'ai toujours été DRH, mais vous avez beaucoup de gens qui changent de métier chez Valeo aujourd'hui. Et donc la culture générale est un atout important, bien sûr. Alors, on va terminer sur un questionnaire dit mitraillette. Je vais vous poser 5 questions. Vous allez me répondre par oui ou non, parce que, en donnant les raisons. Alors, première question, on a eu les chiffres du chômage hier. L'inversion de la courbe n'a pas eu lieu. Le nombre de chômeurs de catégorie A a encore augmenté de 0,3% pour atteindre au total 3 563 400 chômeurs. C'est une hausse de 5,7% sur l'année. Bonne ou mauvaise nouvelle? Pour la France, c'est une mauvaise nouvelle. Est-ce que c'est une surprise? C'est une autre histoire, mais c'est une mauvaise nouvelle. Tout simplement parce que je pense que, je veux dire, égoïstement, d'abord, nous, on vend des produits qui vont dans les voitures et pour que les gens achètent des voitures et donc nos produits, il faut des consommateurs qui aient un peu d'argent, qui aient un pouvoir d'achat qui ne régresse pas et qui travaillent. Bon, par ailleurs, Dieu merci, nous ne sommes pas concernés puisque nous avons recruté en France l'année dernière, nous ne sommes pas concernés en tant qu'entreprise, nous avons recruté l'année dernière 650 personnes en France et il y a près d'une centaine d'opérateurs par exemple. Donc Valeo n'est pas inscrit dans cette démarche qui est là, c'est négative. Et nous avons eu l'année dernière 650 apprentis ou alternants. Alors, qu'est-ce qui fait que... Donc, il y a des entreprises qui peuvent quand même fonctionner. Qu'est-ce qui fait que ça marche pour vous et que ça ne marche pas pour d'autres? Alors, je disais bonne ou mauvaise nouvelle, je me faisais un peu l'avocat du diable parce qu'évidemment, c'est une mauvaise nouvelle. Mais par exemple, ce matin, on a eu la sortie de Marie-Thérèse Bertini, patronne d'une PME, MTB, Société d'ingénierie, qui a écrit un livre que vous connaissez sûrement, Pour en finir avec la fabrique des chômeurs. Et pour elle, c'était une bonne nouvelle puisque ça allait obliger le gouvernement à réaliser des changements structurels, à ne plus traiter le chômage, mais à s'occuper de l'emploi. Est-ce que, alors vous me dites, je ne suis pas concerné, pourquoi Valeo n'est pas concerné? Alors,
le fait que la France, enfin, affirmer que la France a un problème de coût main-d'œuvre, c'est vrai, nous sommes concernés. Affirmer que c'est au gouvernement en particulier de travailler pour réduire le poids des charges sociales, nous sommes concernés, c'est un problème politique. Par contre, notre réponse, nous avons, nous, une situation qui est premièrement, nous sommes une entreprise internationale, nous sommes portés par les nouvelles technologies, nous sommes portés par notre développement, notamment dans les pays à développement fort. Et nous avons réussi en France, malgré le cadre très restrictif, notamment de la loi sur les 35 heures, nous avons réussi à avoir des plans de compétitivité dans beaucoup d'usines et qui fonctionnent. Donc toutes ces conditions font que nous sommes aujourd'hui aidés. Le passage aux 39 heures, payé 35, oui, non, pourquoi ? Je pense que, je ne sais pas si le 39 est le bon chiffre, mais il est certain que dans le monde, y compris en Europe, les employés de la plupart des pays travaillent plus de 35 heures. Donc à un moment ou à un autre, une ouverture ne pourrait qu'aider l'emploi en France. C'est certain. Est-ce qu'il faut rétablir la défiscalisation des heures supplémentaires ? Je pense que je ne sais pas si c'était une bonne idée de les défiscaliser. Je ne pense pas que c'était une bonne idée de supprimer la défiscalisation, et en plus au moment où elle a été faite. Maintenant, ça a surtout impacté les salariés. Pour l'entreprise, ça n'a pas changé grand-chose. Le burn-out, cet état d'épuisement général à la fois physique et mental, vrai ou faux problème ? Quand il existe, quand ça arrive, c'est un vrai problème dramatique. Et donc, le problème, c'est comment on peut l'éviter. Alors, on dit que c'est un fait de société, je ne suis pas certain, je ne sais pas. Mais non, nous avons, nous, ce qu'on appelle un plan mieux-être au travail qui a donné lieu, il y a 3 ans, à un accord en France qui a permis de définir un certain nombre d'actions qui sont déployées maintenant au niveau mondial. C'est un levier formidable pour améliorer la diversité aussi. Lorsque nous analysons les raisons de départ des hommes et des femmes, le premier critère est commun entre hommes et femmes. Le deuxième critère, chez les femmes, c'est la question de l'équilibre vie professionnelle, vie familiale. Donc c'est un vrai sujet si on veut améliorer la diversité. Et c'est une manière absolument formidable pour nous de faciliter nos recrutements. Donc c'est un sujet très sérieux. Faut-il diminuer la part du secteur public dans les dépenses de R&D ? Je vous pose la question puisqu'on a eu des chiffres de l'Observatoire de l'investissement, Trendéo, hier, et qui démontraient bien que le nombre d'emplois, pour la première fois depuis 4 ans, a diminué en 2013 dans ce secteur. Il y a eu plus d'emplois détruits que créés. Est-ce que ça vient de la part des dépenses publiques ? D'abord, là encore, ce n'est pas notre cas parce qu'on a recruté plus d'une centaine d'ingénieurs en France dans le domaine de la R&D. Maintenant, moi j'ai l'impression que c'est assez fondamental que pour la recherche fondamentale, l'État soit impliqué. Par ailleurs, l'entreprise, lorsqu'elle est présente dans un pays comme la France, pour préserver la compétitivité des études, c'est aussi important que la compétitivité des usines, être dans un contexte où l'État favorise cette présence et son développement par les aides de ces dernières années, c'est aussi fondamental. Où est le bon équilibre, j'en sais rien, mais je ne pense pas que les deux s'opposent en tout cas. Eh bien, merci beaucoup Michel Boullion d'avoir répondu à nos questions. Merci aux internautes de nous avoir suivis et pour effectivement également vos questions. La semaine prochaine, je recevrai Marc Pouly, chef de service du recrutement de la Marine nationale. Être marin, eh bien, ce n'est pas seulement être matelot, c'est ce que nous découvrirons ensemble la semaine prochaine. À mardi prochain. Merci.